J'ai compris. Bonjour tout le monde. Alors pour le 12e de Homme en Lumière, j'ai l'immense plaisir de recevoir Franck Laloux. Bonjour Oui, Franck. bonjour. Bonjour, merci de penser à moi. Avant toute chose, Franck, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Qui es-tu? Que fais-tu? Et on pourrait dire un petit résumé de ton parcours qui est quand même assez grand. Écoute, c'est intéressant de la question déjà, qui es-tu? Et souvent, dans les réunions, quand on présente quelqu'un et on lui dit qu'est-ce que tu fais? Et des fois, certaines personnes auraient aimé être interrogées qu'est-ce que tu es et pas qu'est-ce que tu fais? Et parce qu'on voudrait toujours les essentialiser dans leur métier, dans leur profession d'une manière générale. Et donc, des fois, c'est vexant parce que des fois, il y a des gens qui font des choses qu'ils sont contraints de faire pour gagner leur vie. Et donc, les identifier tout de suite dans leur faire est une sorte d'insulte, pratiquement, quand on est dans un contexte amical où on se présente. Et alors, on dit, qu'est-ce que tu fais? Et alors, on préférait de dire, qu'est-ce que tu es? Ou qui es-tu? Comme la question que tu m'as posée. Et, euh, et donc là, il se trouve que qu'est-ce que tu es ou qui es-tu dans le cadre de cet être que je véhicule depuis 64 ans. Il se trouve j'ai recherché depuis pratiquement l'enfance une adéquation entre l'être, la personne et son faire. Et, euh, et donc, quand on me définit comme un écrivain, un philosophe, un calligraphe, on ne se trompe pas, parce qu'il y a très, très peu de différence, très, très peu de décalage entre mon faire artistique, d'écriture, et ce qu'on pourrait appeler un être, si tant est qu'il y ait un être quelque part. Donc, alors me définir, ce sera définir ce que je fais. Et quand je ne fais pas, quelque part, je sombre. Hein. Quand je ne suis pas dans un mouvement de création, le seul moyen que j'ai trouvé à me reposer de ce moi-même dont on parle, c'est un mouvement créateur, créatif, permanent. Donc, on me définit. Donc là, je ne parle plus en jeu, mais c'est vrai que quand on vient m'appeler, quand on me téléphone pour un spectacle, un livre, on me définit d'une manière, c'est le calligraphe hébraïque, mais aussi c'est l'écrivain qui a fait plus de 40 bouquins. Et puis, c'est aussi parfois celui qui organise des, des spectacles. Voilà, donc je pourrais dire que après un certain temps, après surtout pendant cette Covid et juste un peu avant, j'avais organisé mon temps. Je vais arrêter le ventilateur parce que c'est pénible. Voilà, ça me fait un vent, ça fait du bruit, j'imagine. Donc, avant la Covid, j'avais commencé un catalogue, un livre qui recensait l'ensemble de mes activités. Et ça a été une sorte d'introspection. Parce qu'on y voyait, quoi, on y voyait des livres, des essais, de la poésie, des méthodes. On y voyait aussi tout un ensemble de calligraphies depuis que j'expose depuis 1984. Mais on y voyait aussi les objets dérivés, les, les jardins, les bijoux, les vitraux et les spectacles. Et donc, ça, pour quelqu'un qui passe, je dis celui-ci, c'est un dingue, un polygraphe, et qui se lance dans toutes les aventures. On ne comprend rien à son multiforme, c'est un peu une sorte de couteau suisse. Et, euh, et donc, c'est vrai que le fait d'avoir fait ce catalogue m'a permis de voir en fait que je ne faisais pratiquement qu'une seule chose. Et l'énergie de départ est une même passion depuis la petite enfance, c'est-à-dire mettre des lettres les unes à côté des autres. Hein, l'alphabet latin d'abord, parce que je suis français, né au bord de la Garonne, et élevé à la laïque. Donc, dès que j'ai tenu un stylo, c'était des stylos à plumes à l'époque, j'ai commencé à écrire.
on m'offrait un outil fabuleux, c'est-à-dire 26 lettres, et en agençant, en combinant les lettres, j'arrivais à former des mots, des phrases, des paragraphes, des textes, et je devenais un créateur de quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une phrase, il n'y avait rien avant, et d'un coup, c'est pas, un papillon se promène le long des feuilles de mon jardin, mais d'un coup, il y a un papillon, il y a des feuilles, il y a un jardin, et d'un coup, je m'aperçois la puissance de l'écriture. Donc ça, c'est la petite enfance, dès le cours préparatoire. Et puis, et je n'ai jamais cessé d'écrire. J'ai toujours eu un stylo à la main, et comble souvent, même quand on pouvait de nouveau écrire avec un stylo bille, j'ai toujours écrit à la plume, et j'avais même, quand j'étais en terminale, ça donnait des catastrophes quand je renversais mon encrier sur les manteaux de la voisine, j'écrivais avec une plume sergent-major. Bon, il y a toujours ce côté écrire, mais avec un outil scripteur un peu rebelle, hein, pas une bille un peu rebelle. Donc, ça a été écrire. Et puis, dès que j'ai pu, j'ai commencé à écrire des nouvelles très jeunes et que je soumettais à mes professeurs de français. Et puis après, je suis rentré dans des revues de pensée, Diamant Noir en 1982. Et puis, on m'a commencé à publier mes recueils de textes, mais aussi mon premier livre est un livre d'archéologie sur les mégalithes, donc du néolithique, un livre scientifique qui n'avait rien de poétique. Et puis ainsi de suite, j'ai écrit, j'ai commencé à être publié chez des vrais éditeurs, et puis j'ai été publié après chez Albin Michel, grâce à mon ami André Chouraki, donc ça a été les essais, et ça a été des travaux de bibliste, qui comptent encore. Mon livre sur les psaumes est un livre qui est en permanence réédité, qu'on retrouve dans toutes les porteries, dans toutes les librairies spécialisées, et donc de jamais écrit. Donc il y a ce côté écrivain malgré lui, parce que je ne sais faire que ça. Donc agencer les lettres pour créer du texte et créer du sens. Ensuite, agencer les lettres avec un outil, autre qu'un outil, un simple stylo, même une plume sergent-major, avec des outils calligraphiques. J'avais découvert la calligraphie très très jeune. Si vous voyagiez dans le temps, au-dessus de mon piano de garçon de 12-13 ans, il y avait une de mes calligraphies et que j'avais faite, où j'avais fait des vitraux en vitrail, une sorte de vitrail plastique comme ça, dans ma chambre, si bien que quand on rentrait, on avait l'impression d'être dans une chapelle. Et ainsi, et vous venez maintenant, il y a à mon piano une calligraphie. Derrière une constante. Alors, la calligraphie, dès le départ, quand il s'est agi d'avoir un outil dans les mains pour dessiner, parce que j'ai toujours aimé dessiner, j'avais des lettres qui me venaient. Alors, dans le premier concours que j'ai fait en quatrième, c'était sur la pollution. Vous voyez que déjà dans les années 70, on était soumis à la pollution et puis on était motivé. Et maintenant, les gens s'étonnent de ce qui nous arrive, alors que déjà le garçon de 14 ans avait fait sa première œuvre avec le mot pollution, avec des lettres en forme de cheminée d'usine. Bon, mais ainsi de suite. Donc la calligraphie, j'ai commencé comme ça, et puis j'ai commencé à exposer professionnellement, à vendre mes œuvres en 1984, et ça n'a pas cessé. Et donc, j'agence des lettres, mais avec un aspect plastique, art contemporain. J'agence les lettres pour faire des textes, et après, quand les autres activités que je peux avoir, c'est la même chose. Quand je fais un jardin pour le jardin du Sénat, au jardin de Luxembourg, ce sont des lettres avec des fleurs. Quand je fais de la marqueterie, ce sont des lettres avec du bois. Quand je fais des vitraux, ce sont des lettres avec du verre. Quand je calligraphie sur le corps de femme, ce sont des lettres que je calligraphie, chorégraphie sur des lettres. Et quand j'épouse mon épouse, c'est elle qui danse des lettres avant de me connaître. Donc, ça pourrait être psychiatriquement très problématique, parce qu'on pourrait ranger ça dans la monomanie. Mais alors, peut-être est-ce ainsi que je me soigne en permanence. Grâce à ça, au lieu de prendre des neuroleptiques ou d'être enfermé avec une camisole de force,
la création, écriture, calligraphie, danse, spectacle, tout ce que vous voudrez, me permet d'avoir une respiration alphabétique qui me permet d'être à peu près normal. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu imaginais ça? Voilà. Qui es-tu? Non, je n'imaginais pas ça, mais te Je connaissant, suis, ça me va. oui, je suis un alphabet Ouais. et en dehors de moi, qu'est-ce que, on me pose la question, là j'étais avec une amie, elle me dit, il faut que tu sépares l'artiste de l'homme. Moi, ça ne m'intéresse pas, l'homme, quand je vais mourir, peut-être demain ou dans 20 ans. Bon, ben lui, ben, il sera mort, quoi. Hein. Toute la matière va rejoindre la substance spinozienne. Mais en revanche, mes œuvres perdureront et c'est cette énergie-là qui m'intéresse. Moi, mon petit moi, ben, il est là. Bon, ben, j'en profite, mais bon, de temps en temps, il y a mon corps qui me fait mal aux dents, aux genoux. Il est encombrant. Il est encombrant. Je suis encombré de mon corps, je suis encombré de mon esprit qui n'arrête pas de folâtrer. Et grâce à l'art, grâce à cette discipline, cette ascèse de l'alphabet, je peux faire quelque chose de cohérent. Merci Franck de cette belle présentation. Je rebondis sur quelque chose qui, enfin pas en lien avec l'interview, mais moi j'étais en train de suivre un enseignement essénien les semaines passées et la personne qui faisait l'enseignement, elle disait que justement en tant qu'être humain, nous sommes nous-mêmes une écriture et que les gestes que nous faisons dans notre quotidien sont une écriture qui résonne. Par exemple, si on travaille à l'usine, on a des mouvements particuliers qui sont un rythme, qui sont une écriture, ou si on fait du jardin. Et ça rejoint vraiment ce que tu disais sur le fait d'être, enfin, que tu es toi-même une écriture, quoi. Oui, mais je suis quand je fais quelque chose, quand je crée. Mm. Et en dehors de ça, ben, je vis comme tout le monde. Hein. Je prends des petits déjeuners. Mais pour moi, il n'y a rien d'intéressant. Et je ne sais pas grâce à qui, mais en tout cas, on n'a pas vécu jusqu'à présent de catastrophes. On n'a pas fait la guerre. On n'a pas, ma famille qui a toujours erré d'une persécution à l'autre, ben, pour le moment, depuis 1958, ben, on n'a pas été persécuté. Donc, on vit dans un confort. Donc, c'est inintéressant. La vie en dehors de ce que je fais est inintéressante. En tout cas, la mienne hein, est complètement inintéressante. Mm. Je reviens un petit peu dans le sujet, Franck, parce que dans Homme en Lumière, on parle de notre chemin d'homme. Et Ouais, notre chemin d'homme, il commence souvent en lien avec notre père. Et ouais. moi, ma première question, ça serait quelle était la relation que tu as vécue avec ton père quand tu étais enfant? Comment il était? Mon père, c'était un homme. C'est- Jusque-là, ça va. Non, non, un homme comme on l'entendait avant. Genre un coudu, quoi. Et c'est-à-dire, c'est un homme très, très viril, qui n'a jamais soulevé une cuillère pour faire à manger, qui n'a jamais fait le ménage, qui n'a jamais. Le macho total, bagarreur, un vrai bagarreur, mais pas un petit, un gros bagarreur, qui adorait les femmes et qui, oui, adorait les femmes au tel point de rendre assez malheureuse ma pauvre mère, qui de temps en temps aimait bien boire, qui fumait comme un pompier et qui aimait jouer aux cartes. Voilà, c'est le prototype de l'homme macho. Et donc j'ai adoré mon père, et je l'adore encore, il est mort il y a plus de 30 ans. Et au début, je me suis construit sur comment dirais-je, un conflit avec mon père. Et parce que, il y avait des aspects de lui qui nous faisaient souffrir, qui faisaient souffrir la famille. Et en même temps, je l'admirais parce il n'avait peur de rien. Hein, c'était un gars, quand il voyait se promener un peu dans la campagne, il pouvait voir un serpent, il se baissait, le prenait comme ça. Hein. Moi, je crie, je veux en lui le plus tôt possible. Il prend, quand il était dans le désert, il voit un scorpion sur l'épaule d'un ami, il prend le scorpion, il l'enlève, il le pose. Donc un courage important. Quand il y avait 10 mecs qui voulaient le tuer, quand il était encore au Maroc, il était attaqué par une dizaine de Marocains.
parce qu'il a beaucoup vécu l'antisémitisme, hein. Donc, il n'avait pas peur, il allait dans le tas et puis il les massacrait tous. Donc, c'était un gros, un gros massacreur. C'était, voilà, c'était Et donc, on l'admirait et en même temps, on le craignait, forcément, parce que des fois, il avait des sautes de colère. Mais on l'admirait parce que il avait ce courage, il nous faisait rire. Il faisait rire, dès qu'il était quelque part, il faisait rire tout le monde. Et quand il était dans une assemblée, en famille ou autre, on savait que la journée ou la soirée allait être bien parce qu'il nous faisait rire. Il avait toujours un arsenal de blagues, de pitreries. Il nous faisait rire. Et, mais je me suis construit à l'encontre. Alors, comme il aimait, bon après, quand on était à Marmande, il aimait bien boire pas mal. Bon, mais moi, j'étais abstème, hein, c'est-à-dire je me suis passé de goûter l'alcool jusqu'à l'âge de 25 ans, parce que je ne voulais surtout pas rentrer dans un état altéré et altérant pour les autres. Je ne voulais pas rentrer là-dedans. Comme il jouait, j'ai toujours détesté le jeu. Jamais je n'ai passé du temps à jouer aux cartes. J'ai toujours détesté le jeu. Comme il aimait bien les femmes, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement fidèle. Je n'ai pas vraiment multiplié les conquêtes. Je pense que même les doigts de la main seraient en trop pour voir toutes les conquêtes que j'ai pu avoir dans ma vie. Et puis, voilà, il fumait. Je n'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Et il était bagarreur. J'ai été non-violent. J'ai été à l'Arche de Lanza del Vasto dès l'âge de 14 ans. J'ai été gandien, donc les amis de l'Arche, la non-violence, les actions non-violentes. Donc j'ai été aussi absolument à l'encontre de toute bagarre. Et ce que je recherche encore actuellement, c'est toujours essayer de négocier pour éviter la violence. Donc voilà, Et puis, les années passant, ce que j'ai appris, parce qu'il y avait des grands moments de tendresse avec mon père, hein, mais c'est que dès l'âge de 25 ans, j'ai fait la paix intérieure avec mon père. Et ça a été la grande force de tout ce qui allait me porter durant toute ma vie. J'ai fait une paix intérieure avec mon père. C'est-à-dire que j'aurais pu rester dans une sorte de ressassement des mauvais moments, hein, et je me suis dit, mais mon père, c'est un homme qui nous a fait, hein, mais il a participé à quoi? À rien. Là, on sait que l'orgasme masculin, c'est 6 secondes. Donc, je suis un programme qui est la résultante de 6 secondes de plaisir. Et tout le reste, je m'encombre depuis 64 ans pour ces 6 secondes. Donc, j'ai fait cette paix est réelle dans le sens que c'est un homme qui a fait ce qu'il a pu avec qui il était. Il a vécu un antisémitisme au Maroc. Les Arabes étaient contre les Juifs, si bien que en 1956, on a été obligé de partir, mes parents, du jour au lendemain. Il n'y avait pas de préavis, là. Il était victime aussi de l'antisémitisme de nombreux chrétiens pieds noirs qui détestaient aussi les Juifs, donc il passait beaucoup dans l'adversité. Et il était obligé d'être aguerri, et il s'était forgé un caractère de survie pour pouvoir justement assumer cette vie absurde d'un petit juif né au Maroc, entouré de gens qui ne voudraient pas qu'il existe. Donc, le pardon, c'était quelque chose d'essentiel pour moi. Mais ce n'est pas un acte je vais pardonner, c'est un acte de sagesse et de raison, dans le sens que c'est un homme qui a fait ce qu'il a pu pour survivre dans ce monde bizarre, hein, là où on est plongé d'office, mais on n'a rien demandé. Et avec qui il était, il a travaillé pour nous assurer du bien-être avec ma mère, hein. Il m'a permis comme il était extrêmement sensible, parce qu'en réalité, même si j'ai cru me détourner par la 16 de ça, mais pourquoi était-il si violent parfois? C'est parce que c'est un hypersensible à la musique, hypersensible aux arts plastiques. Alors, et en fait, tout mon travail
et tout ce que j'ai vécu, c'est une hypersensibilité qu'il m'a transmise, mais sous d'autres formes. Donc le pardon, ça a été comprendre que c'est un homme et qu'on tricote notre vie comme on peut. Alors bien sûr, il y a des erreurs, mais moi j'en ai fait, tout le monde fait des erreurs, même si des fois, mais il n'y a jamais eu d'erreur majeure. Il n'y a pas eu de viol dans la famille, il n'y a pas eu des choses comme ça. Ce sont des erreurs de gens un peu perdus qui passaient d'une vie du Maroc dans quelque part avec une insouciance, passer à la vie française. Ça a été violent, ce changement-là. Et donc, ça a été très important, très, très important de dire mon père, c'est un homme. Il a tricoté ce qu'il a pu. Il nous a donné du confort. Il m'a permis de faire du piano. Il dessinait, il m'a donné le goût du dessin. Il avait toujours un dictionnaire, un quid. Dès qu'il y avait quelque chose qui lui posait question, il regardait qui que quoi. C'était le Wikipédia de l'époque. Hein. Et donc, il m'a donné cette curiosité intellectuelle, même si au départ, lui, orphelin à 5 ans, hein, il a perdu son père à 5 ans, il a vécu la misère, hein, et bien, il est arrivé à gravir les échelons dans son métier, il était dans la banque, à devenir un chef de service, et puis moi, maintenant, le produit de ses entrailles, avec ma mère, bien sûr, eh bien, je suis un homme de lettres, et il y a 2 ans, j'ai été chevalier des arts et des lettres, donc c'est une vanité, mais quelque part, je suis un lord de l'écriture en France. Et donc, avec un chemin de misère, c'était un chemin de misère. Donc, je le remercie, mon père, je le remercie, je l'aime. Et j'ai entièrement fait cette paix. Et donc, dès l'âge de 25 ans, quand je voyais mon père, je voyais cet homme. Et je pense que le chemin d'une sorte de guérison vis-à-vis de son père passe, il a fait ce qu'il a pu. Et quand il n'y a pas comme ça de délit majeur, hein, parce qu'on voit dans les familles, des fois, on est frappé, il y a des viols. Bon, ça, c'est des choses difficilement pardonnables, sauf quand l'État met le nez dessus et punit la personne. Là, il a fait ce qu'il a pu. J'aime mon père. Et maintenant, il n'y a que le meilleur qui vient. Et si un jour on se rencontrait, eh bien, écoute, je le prendrai par l'épaule et on irait fumer une cigarette, même si c'est ma première cigarette. Hum. Merci pour ce beau témoignage aussi. J'allais te poser une question, mais tu as déjà répondu sur que t'a transmis ton père, comment tu vois, qu'est-ce qui t'a transmis aujourd'hui, mais tu l'as déjà cité, le côté hypersensible, le côté curieux, l'envie de comprendre et de connaître le monde. Est-ce que maintenant tu pourrais nous parler, est-ce que tu peux voir des événements qui t'ont construit en tant qu'homme? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui viennent comme ça spontanément sur des événements forts qui t'ont construit toi en tant qu'homme? En tant qu'homme, en tant que mâle, tu veux dire? Oui, en tant que masculin ou en tant qu'homme, homme. Enfin, Oui, après, à toi de sentir ce qui vient. c'est une question très difficile que tu me poses. Hein. Mm. Et bon, j'ai jamais douté de mon hétérosexualité, par exemple, aussi. Ça, c'est très important. J'ai jamais douté de ça. C'est-à-dire que même à l'adolescence, des fois, j'ai toujours adoré les femmes. Et même si j'en ai pas beaucoup usé, mais j'ai toujours adoré j'ai toujours, et puis maintenant encore, elles sont source d'inspiration dans l'esthétique. Et puis avec Tina, ce grand amour que je vis depuis 20 ans, donc c'est pour moi quelque chose d'important. Donc, c'est délicat de me poser la question d'homme, parce que c'est même pas, il se trouve que j'ai pas choisi d'être hétéro. Qu'est-ce qu'on choisit? La question du choix et de la liberté, quelque part. Hein. Je n'ai pas choisi d'être juif. C'est la dernière connerie à faire si on se réincarne, c'est d'être juif. Parce que c'est lourd, c'est lourd au quotidien. On n'est jamais vu comme quelqu'un de normal. Même les prosélytes, les gens qui sont pas antisémites, il y en a de moins en moins en France, en tout cas dans la France de souche. Hein.
Il y en a de moins en moins, il y a toujours les 10% de crétins qui sont là, mais, mais c'est lourd. Donc, je n'ai pas choisi, parce qu'il y a des gens qui disent oui, on choisit nos naissances. Alors là, je trouve ça d'une absurdité sans nom. Donc, je n'ai rien choisi, je n'ai pas choisi de naître au bord de la Garonne. Et donc, et en 1958, je n'ai pas choisi mes parents, je n'ai pas choisi là où je suis né. Et là, comme je le disais tout à l'heure, je tricote un ensemble de données qui me sont imposées. Je n'ai pas choisi d'être un garçon, je n'ai pas choisi de faire 1,76 m. Qu'est-ce que je fais avec ce qui m'est donné? Comment je le tricote? J'ai des dons. C'est clair que j'ai des dons. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de dons. Hein, depuis la petite enfance, je sais qu'il y a un ensemble de choses que je fais par passion et je peux décraquer beaucoup de choses parce que j'ai ces dons-là. Au piano, c'était pareil. J'ai des dons, ça, je ne peux pas le nier. Mais qu'est-ce que c'est? D'où ça vient, cet assemblage, cette combinatoire? C'est pour ça que l'alphabet est important, le xérophile. Il y a une combinatoire qui a fait que mon ADN, mes neurones, mon éducation, mon amour de la France aussi, mon amour de la judéité aussi, ont fait que, quelque part, j'ai l'impression d'être quelque chose, alors que je ne suis pas quelque chose qui est, mais quelque chose qui devient. Alors, quand tu me dis qu'est-ce que c'est la nature de l'homme que je suis, j'ai beaucoup de mal. Parce que parce que je l'explore en permanence. Je vais te donner un truc. Il y a 2 ans, j'ai un ami avec qui j'étais ami couple à couple. Hein. On allait faire des randonnées mais pendant des années. On avait des activités de randonnée, de fatigue, des activités des fois viriles, si tu veux, comme on met viril entre guillemets, bien sûr. Donc, et puis, on parlait, comme tous les autres mecs, des fois de femmes, de la beauté des femmes, de sexe, de trucs des fois grivois, comme on fait souvent, et entre mecs. Mais il y a 2 ans, il me téléphone, j'étais en Thaïlande, il me dit Franck, j'ai fait mon coming out près de mes parents. Je lui dis de quoi tu parles là? Il me dit oui, je me suis aperçu que j'étais une fille. Il avait 60 ans. Hein. D'accord? C'était pas 30 ans, 35 ans, 25 ans. Je me suis aperçu que j'étais une fille. Je dis oula, Alain, tu vois là, je vais raccrocher et quand je rentrerai de Thaïlande, on va prendre 1 heure, 2 heures au téléphone pour que tu m'expliques ça. Parce que là, tu me donnes une telle information que mon cerveau ne peut pas la gérer. Parce que tu étais la dernière personne que j'aurais imaginé qui me dise je suis une fille. Et donc, effectivement, on se raccrochait en toute amitié. Après, il m'a parlé pendant. Donc, je n'ai pas dormi de la nuit. Parce que je me suis posé la question que tu me poses. Qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce que lui, homme, veut abandonner son hominité pour la féminité. Et donc, il ne veut pas se faire couper, mais il se fait pousser des seins, il se fait de l'hormonothérapie, il change sa voix, il a changé de prénom d'une manière officielle. Donc là, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'homme avec qui j'étais ami 40 ans, et je suis toujours son ami, bien sûr, mais je l'appelle au féminin, hein, es-tu contente? Je joue son jeu. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'homme? Effectivement. Et qu'est-ce que c'est que l'homme? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est l'homme que je suis, parce que qu'est-ce que c'est que les vertus masculines? Est-ce que c'est quand j'ai pratiqué les arts martiaux, quand j'avais mon armure de samouraï, quand je faisais le kendo, j'avais mon sabre, qui est un grand pénis, hein, et un zaïn, puisque tu connais les lettres hébraïques. Je mettais mon casque, et quand il y avait un combat, je me sentais un homme. Je me sentais un homme. Mais j'avais mis un masque. Et quand j'ai traversé les Pyrénées à pied, c'est 1 000 km à pied, donc c'est extrêmement fatigué, c'est 2 mois de marche. C'est des dénivelés de 1500 mètres, c'était des souffrances sous la pluie,
avec des menaces, menacé par les cochons sauvages, par les vaches. Bon, j'avais pris un costume, j'avais une chemise de celle d'Indiana Jones et un chapeau d'Indiana Jones. Je n'avais pas son fouet parce qu'il ne servait à rien. Et je me suis mis en homme pour affronter ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué le rôle de l'homme pour me stimuler. Tu comprends? Je me suis mis le masque de l'homme qu'on peut imaginer, un homme viril qui va avoir son sabre, qui va se prendre des coups sur la tête, c'est ce qu'on prend quand on fait du kendo. Et je jouais au samouraï implacable, mais j'étais un masque. Et quand je traversais les Pyrénées, je m'habillais en Indiana Jones, qui est le prototype de l'homme. Mais je mettais des masques. Alors maintenant, quand je suis mis à nu, c'est-à-dire quand je regarde dans mon fort intérieur, quand je te pose la question, tu me poses la question, qu'est-ce que c'est que l'homme en moi? Eh bien, je me pose encore la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tina, que tu connais bien, elle est très, très féminine. Hein, tu l'as vu, avec comment elle ondule quand elle danse. Mais c'est elle qui prend souvent les vertus dites masculines dans notre couple. C'est-à-dire que c'est elle qui est infatigable pour conduire, qui double en troisième file à toute allure, moi que je reste planté derrière un camion tellement j'ai peur. Et c'est elle, quand il y a du sang, parce qu'elle était infirmière urgentiste dans les hélicoptères et tout, donc tu vois, c'est des activités très viriles aussi, dites très viriles. Et c'est elle qui souvent tire le pantalon, si tu veux. Et donc, je me questionne comment Tina, qui est tellement féminine, comme en fait, souvent dans le couple, elle représente les vertus dites masculines. Et moi, souvent, quand je suis des fois une vraie Madeleine, et je peux pleurer dès que je vois un tableau, une musique, je suis extrêmement sensible. Donc, je ne peux pas te dire qu'est-ce que c'est qu'un homme. C'est très difficile. C'est très difficile à répondre à cette question. Mon ami, Alain, comme ça, c'est difficile. Lui se pose la question beaucoup plus, puisqu'il veut abandonner cette chose. Il veut abandonner cette chose. Moi, je veux ni l'abandonner, ni la valoriser. Je suis, d'abord, on ne peut pas dire je suis, tu sais, en hébreu, on peut dire que je serai. Donc, je, je ne m'identifie pas à l'hominité. Je tricote ce qui m'a été donné par l'ADN, les mitochondries et tout l'épigénétique, la culture, parce que mon père m'interdisait de faire le ménage pour ne pas que je devienne un PD. Il me disait, si tu fais pas de ménage, tu débarrasses pas la table parce que je peur que tu deviennes un PD. Donc, donc et c'était le mot qu'il emploie. Bien sûr, c'est pas le mot que j'emploie quand je parle des homosexuels, hein, mais c'était comme ça que j'ai été élevé en homme. Et je reviens au père. Je me souviens un jour, mon père était très en colère contre moi. Il commence à s'approcher il me menace physiquement. Il commence à venir, c'est un boxeur, il a fait de la boxe. Et moi, d'un coup, je fais je me mets en position de boxe, j'avais 14 ans. Il me dit, mon père me dit, ah ben ça j'aime bien, tu vois. Il me dit, ça j'aime bien. Alors, ça c'est bien, je suis content mon fils que tu réagisses comme ça. Et voilà, tu vois, je mélange les deux. Mon père, il était heureux que je prenne une attitude des hommes tels que lui, il les imagine. Et alors qu'il me connaissait hypersensible, toujours entre le dessin, l'écriture, la musique, et il ne voyait pas le... Mais voilà, si je ne réponds pas à ta question, parce que je ne sais pas qui peut y répondre. Après, moi, je me Quand pose même aussi toujours la un bon question, quart hein. d'heure. Moi, je me pose aussi toujours la question, mais est-ce que finalement, être un homme, c'est pas juste assumer sa tonalité d'incarnation? Moi, je suis dans un corps d'homme, donc je suis un homme quoi qu'il arrive. Après que je sois sensible, que je sois plus guerrier, que je sois plus intellectuel, peu importe. Mais finalement,
assumer finalement sa condition d'incarnation. Pour moi, c'est simplement ça, quoi. Et après, les valeurs, on porte tous des valeurs masculines et féminines, et plus justement on va être équilibré dans ces valeurs-là, plus on sera en paix, quoi. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est une question que je ne me pose pas. Parce que je me donne, je fais une paix avec moi-même aussi. Il y a une sorte, bon, il y a cette paix avec le père vers 25 ans, ce qui est, ça m'a libéré énormément de voir mon père comme un homme, un être Mmh. humain qui tricote sa Oui, vie. Et moi, de lui. je tricote ma vie. C'est-à-dire Ouais. que si, je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que si j'ai envie d'être quelque chose, je ne vais pas me l'interdire. C'est pour ça que j'ai pu aussi, dans ma carrière artistique, allez, tu veux être poète, tu écris des poèmes, tu veux être écrivain, tu veux être romancier, tu écris des romans, tu veux être photographe, fais des photographies, tu veux être... je ne m'interdis rien parce que, parce que le fait d'avoir fait cette paix avec le Père, le surmoi qui, lui, t'essentialise ou te donne des bornes. Hein, souvent, je rencontre des gens, oui, j'ai pas pu faire ça parce que quand j'étais petit, mon père m'a fait ci ou ma mère m'a fait cela, ça m'a mis dans un... ben, moi, ça, non, je me suis créé, j'ai le patrimoine que j'ai pu avoir culturel et adénique, si tu veux, mais je l'ai tricoté de façon à être en paix avec moi-même. Si, s'il s'avère que de temps en temps, par rapport à ma spiritualité, si je trouve un texte de, comme les évangiles magnifiques, ben, rien ne m'empêche d'adhérer à ce texte, d'adhérer philosophiquement, parce que je n'ai pas de croyance. Hein. Si donc je peux écrire un livre sur l'évangile, je peux écrire un livre sur Jésus, mais je peux écrire quelque chose sur Bouddha. Je suis complètement libre, c'est pas parce que je suis juif que je vais m'essentialiser comme juif et m'empêcher de penser tout simplement. Si je veux parler des sciences, si je veux parler de philosophie, je me permets d'avoir cette liberté. Donc déjà spirituellement, je m'accorde, je tue le père en permanence, mais là, père symbolique, je tue le père dans le sens que eh bien, s'il faut aller à l'encontre de la tradition, eh bien, je suis à l'encontre. Après, et pour tout le reste, comme ça, c'est le fait d'avoir fait le père, d'avoir pas, le fait d'être en paix avec le père permet de le tuer, si tu veux, mais d'une manière douce. Parce qu'il y en a qui pensent le tuer en rejetant tout, parce que après avoir tué le père, j'ai pu apprécier les bons vins. Et oui, je n'ai pas fumé parce que c'était une contraction, c'est une addiction qu'on a jeune, et après, quel intérêt de griller des feuilles de végétaux dans la bouche, je n'en voyais pas. J'ai pu m'accorder des choses que je m'étais interdit psychanalytiquement de faire parce que j'étais en réaction et pas en action. Le fait de faire la paix m'a permis de ne plus être réactif par rapport à l'image que le père voulait avoir que juste. Et donc, tuer le père s'est fait comme ça, en lui redonnant tout simplement, c'était mon père, certes, mon géniteur, mais c'était un homme. Et donc, le fait de pouvoir dire ce que j'ai envie d'être, je peux l'être. Ce que je veux comme spiritualité, je peux l'être sans me soucier de tradition ou des pères du désert ou des pères de ceci. Hein. Et ça va me donner une liberté de pensée qui est souvent provocatrice pour certains qui vont voir de la provocation alors que c'est simplement une liberté. Et après, moi, je constate que tu as quand même eu j'allais dire entre guillemets, la chance de pouvoir faire la paix et de la résilience avec ton père assez tôt, parce que Oui, c'est rare quand même quand on arrive à rendre ce qu'on doit rendre à son père à 25 ans. Moi, ça m'est arrivé beaucoup plus tard. Je comprends ce que tu dis parce que je le vis et que maintenant c'est OK, j'ai fait la paix, j'ai rendu et j'ai vu l'homme tel qu'il était.
Mais je trouve à 25 ans, justement, tu as eu l'opportunité de pouvoir devenir toi sans héritage de comportement assez tôt. Parce que souvent, on lutte ou on est en opposition ou on est en fusion, mais on met du temps avant de s'en défaire. Mais c'est vrai Euh, que, oui, je t'écoute. J'allais dire, je peux reprendre ma question de tout à l'heure, si tu veux, au lieu est-ce que tu as des événements à nous partager qui t'ont construit en tant qu'homme? Est-ce que tu as des événements marquants dans ta vie enfin, particuliers que tu sens qui t'ont construit fortement? Sans parler d'homme, juste en parlant de toi, Oui, d'être et de ton chemin. Est-ce que tu vois des événements marquants, des événements clés qui ont été importants, auxquels tu peux revenir assez rapidement et pour voir de quelle manière ils t'ont construit en tant oui, qu'être? mais écoute, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment construit. C'était quand j'étais au collège, quand j'étais en quatrième, j'ai été victime de harcèlement violent par des garçons qui étaient dans l'école, qui me persécutaient. C'est-à-dire qu'ils me frappaient, qu'ils m'insultaient, mais c'était jusqu'au sang. Hein. Je rentrais des fois en sang chez moi et menaçaient avec des gros couteaux sous la gorge, souvent avec des propos antisémites. Et devant une assemblée d'étudiants, c'est souvent les filles qui venaient arrêter cette violence. Et donc j'ai vécu ça. Et, et puis aussi le côté d'injustice, parce que quand j'allais me plaindre au directeur, on mettait dos à dos les agresseurs et l'agressé. Et puisque les agressés disaient que je leur avais volé un truc, des choses absurdes. Et donc, j'étais confronté très jeune à une hyperviolence où ma vie était en danger. Si bien que, et je n'ai pas eu la protection de l'institution. Et on avait honte aussi de dire ça à nos parents. Bon, mon père est venu et après mes soeurs venaient me chercher avec une amie qui avait un gros danois pour me protéger. Et puis l'institution me laissait sortir par la sortie des professeurs. C'est-à-dire que je n'étais pas confronté, genre je t'attends à la sortie. Et je me suis aperçu que quand j'étais confronté par c'était surtout un garçon, un blond, hein, un blond, et qui me menaçait, me faisait du racket, me frappait. Et j'essayais de me défendre et je n'y arrivais pas. Il y avait un geste de violence que je n'arrivais pas à faire. Je n'avais pas cette violence qu'avait mon père. Et alors, j'aurais pu aller faire du karaté, des choses comme ça. Et j'ai essayé de comprendre d'où venait la violence. Et je suis allé à la librairie, la Sorbonne à Nice, une grande librairie, et j'ai demandé au libraire, est-ce que vous avez quelque chose sur la violence? Donc, il m'avait orienté vers un bouquin de psychanalyse, j'étais en quatrième, hein, sur la violence, la pulsion de mort et la pulsion de vie, un bouquin de psychanalyse, comme ça, que j'ai compris pas mal de choses. Et, et puis, après, j'ai fini le livre et je suis allé en retourner un autre, et, en chercher un autre, et je suis tombé technique de la non-violence, de Lanza del Vasto. Et j'ai lu et j'étais enthousiasmé. Et j'ai lu les évangiles en cachette, parce que ce n'était pas la tradition chez nous, en cachette, sous le lit, comme les gamins, des fois, peuvent lire des pornos à la lampe de poche sous leur bras. Moi, je lisais les évangiles. C'est vrai, je lisais les évangiles en cachette sous mes draps. Et donc, j'ai rencontré l'évangile, j'étais abasourdi par la beauté et des évangiles où la violence est présente partout, la réponse non violente aussi. Et avec Lanza del Vasto, j'étais devenu son disciple d'office à 14 ans. Et au lieu de travailler la self-défense et d'essayer de prendre le plus gros couteau et de le planter, j'ai essayé de trouver les sources de la violence. En cherchant les sources de la violence, je suis allé aux sources de l'humanité, de la pensée, et j'ai pu ainsi
Et ça a complètement changé ma vie parce que je suis allé directement vers une spiritualisation de mon existence, la discipline. C'est à partir de là où j'ai pratiqué le yoga, la méditation, pour essayer de comprendre ce que c'était que la violence, qu'est-ce qui en sortait. Et grâce à Lanza del Resto, j'ai pu analyser, parce qu'après j'ai lu toute son œuvre, j'ai pu dénouer d'où venait la violence. Et donc j'ai essayé par la suite de me changer moi-même. Parce qu'on n'est pas exempt de violence. Quand on n'est pas violent, on n'est pas exempt de violence, loin de là. Donc j'ai essayé de me changer moi-même, et cela depuis depuis l'âge de 14 ans. Donc il y a ça on peut dire que c'est l'élément fondateur de ma vie sociale, où ce rapport à la violence, et puis aussi une détestation, j'ai eu quand même longtemps une détestation des groupes de garçons, parce que c'était toujours un groupe qui venait m'attaquer, c'est pas très courageux, et j'ai toujours détesté, dès qu'il y a 4 ou 5 mâles garçons ensemble, dans la rue, ou c'est pour ça que les vestiaires, les trucs comme ça, moi, c'est vestiaire qu'avec des hommes, c'est pas pensable. Et donc, des amitiés qu'entre hommes, c'est pas pensable non plus. Et donc, parce que j'amalgame un ensemble de garçons ensemble, sont capables, avec un égrégore, de devenir violents, de violer, de frapper, sur une idée de l'un pour montrer à qui ferait pipi le plus loin, et tout ça. Donc, j'ai eu une détestation quand même du groupe d'hommes. Et donc, je me suis toujours approché des femmes qui me rassuraient davantage, et des filles qui me rassuraient davantage. J'ai eu plus d'amis filles que d'amis hommes. Et après, ça s'est équilibré en vivant. Mais ça, c'est un moment fondateur. La méfiance, quand même, vu les violences que j'avais subies, hein, maintenant, on subirait une psychothérapie pour sortir de cette violence. Hein. Mais la psychothérapie, je l'ai faite grâce à l'étude, grâce à l'enseignement et la cesse de l'Alvesto. Mais je me suis toujours méfié des groupes d'hommes. Ça, c'est clair que souvent, ça ne rend pas intelligent. Et comme dans la chanson de Brassens, hein, qui sont plus de 4, c'est une bande de cons. Je pense que c'est la chanson de Brassens qui est comme ça. Et tu pourras la mettre en générique si tu veux. Et, et donc, voilà, ça c'est un élément fondateur. Ça a été la confrontation avec la violence, la vraie, quoi. La vraie violence, ma vie, le sang, mon sang coulé. Et la réponse n'a pas été une réponse adéquate ou intuitive, c'est-à-dire je vais être plus fort que lui ou je vais avoir une arme pour me défendre. C'est j'ai essayé de comprendre les sources de la violence. Ça, c'est une chose. En tant qu'homme sur Terre, je remercie donc ce garçon et ces garçons qui m'ont violenté. Je les remercie. Je ne vais pas poser plainte 40 ans après, 50 ans après, contre eux. Parce que grâce à eux, j'ai pu accéder à un autre niveau de conscience, et je suis devenu très jeune philosophe grâce à ça. Parce que je voulais comprendre la source, remonter la chaîne de causalité, comme dirait Spinoza, grâce à lui, grâce à la philosophie, et grâce à eux. Donc, c'est un mouvement gourou, si on veut. Cet événement a été gourou pour moi, parce que je suis allé spontanément, d'une manière contre-intuitive, vers l'étude plutôt que répondre à la violence. D'autres événements, peut-être. Je sais En tout pas. cas, ça Oui, ça me conforte parce que moi, tu sais, j'accompagne les hommes en stage et ça me conforte oui, ce que tu dis parce que justement, j'essaye d'œuvrer pour que 4 hommes ensemble, ça soit pas une bande de cons et que ça soit plutôt une bande de gardiens du vivant et de faire évoluer les voilà. consciences pour justement en sorte de ce paradigme que les hommes, ils sont basiques, ils sont très branchés sur leurs instincts du bas et que ça soit domination, sexe, violence. Et Oui, j'entends très bien, c'est pour ça que j'œuvre avec les groupes d'hommes, en fait. d'accord. Pour qu'on élève un petit peu les consciences masculines aussi. Voilà, bon. Et bon, à côté de ça, bon, les groupes d'hommes, certains, mais en fait, tous les groupes, je suis allergique, moi, à tous les groupes. Et, mais ça, j'ai mon côté juif, dans le sens que le, le groupe, la masse,
la foule. Pour moi, ça mène souvent au lynchage, tu vois. Et, donc, je me méfie de tous les groupes. Ça pourrait être 20 féministes qui brûlent leur soutien-gorge. Je me méfie de tous les groupes. Donc, c'est vrai que quand je vois certaines activités, comme on a pu voir ces dernières années de violence urbaine, où des garçons jamais ne feraient ça, et du coup, ils se retrouvent avec 50 mecs avec des casques noirs, ils deviennent des nazis, quoi. Ça devient des groupes de SA et des gens ils vont faire des choses qu'ils vont regretter plus tard. Donc, mais ça peut être tous les groupes m'inquiètent parce que, même les groupes mixtes, hein, m'inquiètent dès lors qu'il y a une unité. L'unité me fait peur. Moi, j'aime la disparité et le fait de garder toujours sa conscience et être capable d'objecter de conscience. Je te rejoins là-dessus parce que je pense une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté et je suis un peu comme toi. Je pense que les égrégores, j'ai vite pris conscience que dans un groupe, il y a des égrégores qui se créent et il y a souvent, il faut faire un vrai travail sur soi pour garder sa conscience dans un groupe qui est plus grand que soi parce que souvent, on suit l'égrégore et on n'a plus son libre arbitre. C'est ça. Mm. Et on le voit Je hein, dès comprends. qu'il y a des manifestations où on voit qu'il y a un suivisme, un panurgisme hein, de l'homme. Et c'est ce que m'a appris, en tout cas, Lanza del Vasto. Moi, je ne suis plus son disciple. Hein. Je l'étais de 14 jusqu'à 20 ans. Après, c'était trop chrétien pour moi. Je suis allé plutôt vers le bouddhisme. C'est que tard que je fais le lien entre bouddhisme et judaïsme. Mais c'est cet instinct de suivre les autres et essayer d'intégrer un groupe, comme le bizutage. Il y a le système de bizutage. J'ai vécu, pas moi, mais quand j'étais en Belgique, j'étais horrifié par les systèmes de bizutage qui durent 3 mois, où il y a des violences verbales, sexuelles, grégaires, stupides, qui vont jusqu'à la mort. Hein hein, jusqu'à la mort. Chaque année, je pense qu'il doit y avoir peut-être 1 ou 2 morts par bizutage en Belgique, parce que dès qu'ils ont bu beaucoup de bière, et puis suivre les autres. Donc le suivisme, c'est comme disait aussi Einstein, hein, je n'aime pas les musiques militaires, je n'aime pas ceux qui marchent ou dansent sur des musiques militaires, moi, l'épinière leur suffit. Tu vois. Donc, le suivisme, je m'en suis toujours méfié. Perdre sa nature, perdre sa conscience, son objection, et dire non, et quand il faut, et ça c'est pour moi là la force de quelqu'un et non pas suivre une meute. Bon, j'ai d'autres questions pour toi, Franck. Vas-y. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la dernière fois que tu as pleuré? Et si c'est pas Mais il a indiscret, 5 nous minutes, parler du contexte. mais je pleure tout le temps. Je m'en doutais, t'es un hypersensible. Je suis un hypersensible. D'abord, là où je pleure, parce que je suis un fou de Jean-Sébastien Bach. Pour moi, j'ai 3 maîtres. Hein. J'ai Jean-Sébastien Bach, même disons 4. Jean-Sébastien Bach, Spinoza, ça c'est très important. Et puis, j'ai aussi le Chaim Moshe Luzzatto, un grand kabbaliste, et Maître Eckhart. Là-dedans, j'ai qu'un juif, hein, c'est Spinoza, et lequel il a été excommunié. Mais donc, la musique, pour moi, c'est plus qu'un divertissement, un plaisir musical, c'est une voie spirituelle de très, très haut niveau. Et donc, je suis un de mes maîtres, à côté de Spinoza, Maître Eckhart et Luzzatto, c'est Jean-Sébastien Bach. Et donc, et c'est vrai que les états de conscience dans lesquels me pousse une écoute active de Jean-Sébastien Bach m'arrache les larmes. Et on appelle ça dans la Kabbale, non pas des pleurs, mais le pleurement. Ça s'appelle. C'est-à-dire que le pleurement est une des facettes
de l'extase mystique, le pleurement. Et parce qu'il y a une telle quantité d'informations de là où nous mène la musique de Bach, que l'émotion ne peut plus la contenir. Quelque part, il y a ce trop-plein, c'est la goutte qui fait déborder le vase, et là, ce sont les gouttes qui font déborder le vase. Donc, je pense qu'il y a... Après, donc ça, je peux pleurer abondamment, mais même en souffrir. Parce que là, pour moi, la musique est une souffrance. C'est pour ça que j'écoute très, très peu de musique. Je n'écoute jamais de musique de fond. Et plus ça va, plus je n'écoute pratiquement que du Bach. Mais ça peut être dans la rue, en croisant le regard d'un chien. Je peux pleurer. Ça peut être en regardant, je vis au milieu je suis dans la nature là, en regardant un oiseau. Je peux pleurer. Je peux pleurer et donc, je pense qu'il n'y a pas 2 jours ou 3 jours où je ne pleure pas. Hein. Et c'est quelque chose au cinéma, je pleure. Je pleure au cinéma. Je pleure en écoutant de la poésie. Je pleure en regardant un paysage. Et, voilà, et contrairement à Tina qui pleure très peu, elle. Il faut vraiment quelque chose de très très fort. Elle pleure beaucoup moins que moi. Et dans le couple, c'est moi qui pleure le plus. Et je n'ai pas besoin d'être consolé parce que c'est un pleurement. Tu vois ce que je veux dire? C'est un pleurement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'état de conscience qui est les pleurs sont la résultante d'une sorte de. C'est quand tu retrouves. C'est comme quand tu as une mémoire qui est réactivée. Et c'est-à-dire une réminiscence de l'unité. Quand je vois un chien, par exemple, des fois, je regarde un chien dans la rue, peut me faire pleurer, c'est qu'il me rappelle quelque part l'unité de tout ce qui est. Et ce n'est pas, c'est ce que Proust appelle la mémoire involontaire. Tu vois? La mémoire involontaire, contrairement à la mémoire volontaire, par exemple, je peux essayer de me souvenir quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois, quand est-ce que je t'ai vu danser les lettres avec la TIMA, tout ça. Ça, je vais fouiller dans mon disque dur et je vais retrouver effectivement l'image de Ludovic. Mais la mémoire volontaire, celle qui va entraîner des pleurs, c'est une mémoire qui, je vois un événement qui, lui, est déclencheur d'une aspiration vers la substance. Là, je reprends un terme spinozien, pas du tout un terme Dieu, toutes ces choses-là, pour moi, c'est un fait spirituel. Mais la substance, c'est-à-dire que ça me ramène à l'instant créateur de l'univers. Et d'un coup, comme je ne peux pas contenir cette énergie primale, mais ça pleure. Ça pleure. C'est pas je pleure. Ça pleure comme on dit il pleut. On ne dit pas je pleure. Ça pleure comme il pleut. Et donc, avec la musique de Bach, avec une émotion, il y a toujours une sorte d'idée d'une nostalgie. Et enfin, par cela, tu rejoins les 2 pièces d'un puzzle. Et cette rencontre de ces 2 pièces de puzzle, c'est-à-dire l'instant, tu vois, l'instant, chaque fois je fais avec mon accent de soi, l'instant créateur rejoint l'instant d'éternité de ce regard, pas l'instant présent. C'est là où souvent je m'immisce contre une philosophie de l'instant présent, le carpe diem ou le hic et nunc. Non, quand on est ému comme ça, ce n'est pas vis ton présent, c'est accepte l'éternité qui t'est offerte grâce à ce regard-là. Et là, ce sentiment de Netzach, qu'on trouve dans l'art de Séphiroth, ce sentiment de Netzach, d'éternité, lui va entraîner ce pleurement, ce pleur parce que quelque part, le cerveau n'est pas apte à accueillir l'éternité. Et donc, il y a un trop-plein qui déborde. Et comme j'ai cette hypersensibilité, que malgré tout, même si
je ne crois pas à un Dieu créateur, je ne crois pas à ce Dieu des Juifs et des chrétiens qui dit faites ci, faites ça, tu seras puni, tu seras récompensé. Donc, mais la substance, là, on ne peut pas nier qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, et qu'à un moment donné, il n'y avait rien et qu'il y a eu quelque chose, ça, on ne peut pas le nier. Et ce quelque chose est réactualisé dans ces moments d'émotion intense. Voilà, donc la dernière fois, ça doit être peut-être hier ou avant-hier, mais jamais plus d'une semaine. Jamais plus d'une semaine. Et je m'autorise. Je ne vais pas les réprimer. Peut-être au cinéma, j'évite les gros bouillons pour ne pas faire trop de bruit. Il m'est arrivé un jour de m'écrouler en larmes à la fin d'un film. Et c'était un film sur la musique. Et parce que ce film-là avait vraiment trouvé l'idée du moment juste. C'était l'histoire d'un batteur il travaille énormément pour arriver à ça. Il est un maître implacable et à un moment donné, il est juste. Tu vois, c'est le moment de la calligraphie. Quand tu as la lettre, elle est juste. Je pleure des fois quand je vois les lettres que je produis. Je me dire quel égotiste, quel narcissique. Non, pas du tout. Je fais des fois un aleph. Et d'un coup, l'énergie de la lettre me revient en masse sur moi. Et là, je vais pleurer parce que ça ne m'appartient pas. La lettre, le geste, tout ça ne m'appartient pas. J'ai été le vecteur, mon corps, mais j'ai commencé la calligraphie quand j'avais 12 ans, donc ça fait 52 ans que j'ai quelque chose pour écrire. Donc ce corps qui n'est qu'un... Mon sang, c'est de l'encre, si tu veux. Hein, et mes doigts sont des calames. Mais le fait de faire la lettre dans cette perfection que je n'ai pas forcément recherchée, hein, parce que le perfectionnisme est l'ennemi de la perfection. Mais quand j'arrive à aligner le souffle, d'accord, l'âme, les battements du cœur, le corps, le bras, les coudes, quand il y a eu ça et que la lettre, elle sourd, comme on dit qu'il y a une source qui sourd d'une roche, quand la lettre sourd du papier, mais là, je peux pleurer, non pas en me disant « Franck, tu es un génie », non, Franck, tu t'es suffisamment absenté pour laisser venir l'éternité qui est cachée derrière cette lettre. Je te comprends sur ton hypersensibilité. Je crois Je ne vais bien que pas je te vis un faire peu là. pleurer. Tu, Je tu vais m'as pas te éclairé, faire pleurer. tu m'as éclairé sur quelque chose parce que moi, pendant longtemps, en fait, j'ai subi cette hypersensibilité et je me sentais... en fait, des fois, je ne comprenais pas par quoi j'étais touché, mais là, ce que tu viens de me dire sur une sorte de réminiscence de l'harmonie, de l'unité, ça me parle beaucoup, en fait. Et puis, ça va éclairer beaucoup de choses sur ce qui peut me traverser à des moments et je vais peut-être arrêter de me poser des questions. Hum, j'ai une autre question pour toi. Euh, sur ton cheminement d'être humain, vu que c'est jamais fini, Oui. c'est quoi, on va dire, la part que tu mets au travail, toi, en ce moment, tu vois, la part on pourrait dire, de choses qui n'est pas alignée ou qui n'est pas en harmonie dans ta vie et sur laquelle tu portes ton attention pour continuer à évoluer. Répète parce que j'ai... Qu'est-ce que tu mets au travail intérieurement en ce moment, quoi? Mais comme je l'ai dit dès le départ, et ça c'est aussi, c'est parti de Lanza del Vasto, hein, dans cette formation que j'ai reçue depuis petit, il doit y avoir une adéquation entre la vie et l'œuvre. Et, donc, après bien sûr, il y a des écarts. Il y a des écarts. Mais la discipline, l'ascèse, je peux dire ça, l'ascèse que je pratique, c'est toujours qu'il y ait une adéquation entre la vie ma vie et l'œuvre. Ça veut dire que
si tu, un jour, si tu mettais une webcam, tu pourrais voir que effectivement, je consacre beaucoup de temps à ce que je fais, c'est-à-dire aux calligraphies que je produis, aux livres que je produis. Et, mais si tu me voyais en Grèce, où je suis censé être en vacances, je vais mettre des lettres dans le paysage. Je vais faire des photos, mais pas des photos de souvenirs. Je vais faire des photos qui vont exprimer une idée que j'ai de la nature, de la substance. Et les conversations qu'on peut avoir avec Tina autour des lettres, de la Kabbale, la philosophie. J'assomme tout le monde avec la philosophie de Spinoza ce temps-ci, parce que je suis dedans. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à travailler Spinoza, pas à lire. On ne lit pas Spinoza. C'est comme le Talmud ou la Torah, on ne la lit pas, on l'étudie. Et donc, je passe beaucoup de temps pour essayer de décraquer les choses. Je suis un hacker. Imagine, tu as un logiciel, et un logiciel ou un endroit, allez, la Maison Blanche. J'espère qu'il n'y a pas Google qui nous entend et qui va mettre. Et j'essaie de rentrer dans les emails de Biden, par exemple. Et alors, je suis un hacker et je vais essayer les combinatoires, tout ça, pour essayer de rentrer dans le logiciel de l'armée de l'air ou de tout ça. Mais pour moi, l'étude de Spinoza ou de la Kabbale, je suis un hacker. J'ai un petit cerveau, hein, comme tout le monde, de quelques kilos. J'ai un QI, je pense pas, je fais pas de 180 comme Einstein, mais j'ai le temps avec moi. Et alors, j'essaie de hacker par la pensée, grâce à Spinoza, grâce à Desmaîtres, grâce à Bach, qui fait grimper les séphirotes comme ça, grâce à Maître Eckhart, grâce à Luzzatto, grâce à Spinoza, qui sont mes maîtres, j'essaie de prendre leur ascenseur. C'est-à-dire, j'essaie d'avoir leur logiciel qui leur ont permis de décraquer des parts du monde spirituel, du Ein Sof, et j'essaie de travailler ça. Mais je travaille, quand cet été, j'ai lu 200 pages de l'éthique de Spinoza, que j'avais commencé à lire quand j'avais 14 ans, quand j'avais 18 ans, que j'y comprenais rien, mais rien. Je lisais. Comme on lit une langue étrangère, tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'un enfant de 14 ans comprenne à Spinoza? Rien, mais je lisais. Et là, j'ai 64 ans, je fais la même chose. Je m'attaque à l'Everest, mais j'essaie de le hacker. C'est-à-dire qu'il a dit ça, je sais comme ça, et il voulait qu'on le hack, ce qu'il nous a mis. Il ne pouvait pas donner les choses trop simplement. Il ne pouvait pas dire, voilà, ça c'est de la pâtée pour vous, de la pâtée philosophique, comme font certains philosophes avec Spinoza, même maintenant. Je te donne de la pâtée digérable tout de suite. Non, lui, tu t'attaques à la montagne et tu essaies de hacker son logiciel. Pourquoi logiciel? Parce que ces gens-là, ces 4 personnes, mais il y en a d'autres, hein, mais on ne peut pas avoir 50 maîtres. Il y en a un dans la musique, un dans la philosophie, un dans la Kabbale et un dans la mystique avec Maître Eckhart. Donc on ne peut pas craquer tous les logiciels. Et donc tu as 5 maîtres, ces gens-là, ils sont allés dans un topos. Ils sont allés dans un lieu. Un lieu. Ils sont allés dans un lieu. Les kabbalistes, ils appellent ça le pardès. Ils sont allés dans un lieu et ils sont revenus de ce lieu. Dans ce lieu, au-delà des mots. Aucun mot ne peut le décrire. Et ils sont revenus et en même temps qu'ils reviennent, ils sont astreints à témoigner de ce lieu. Qui, comme Bach, va écrire une fugue, va écrire l'art de la fugue, va écrire la Passion selon saint Matthieu, la Vincentie. Il témoigne de ce lieu. Maître Eckhart, quand il nous parle de la forteresse, il témoigne de ce lieu.
avec ces mots de prédicateur du XIIIe siècle. Le kabbaliste surdoué, qui était Chaim Moshe Luzzatto, est allé dans ce lieu et il témoigne avec ses outils de kabbaliste. Spinoza est allé dans ce lieu et il témoigne avec des outils de kabbaliste cachés, parce qu'il avait été exclu de la communauté, mais il était kabbaliste, et avec des outils intellectuels de Descartes. C'est un grand lecteur de Descartes qu'il a écrit. Il témoigne de ce lieu-là. Et le paradoxe, c'est que c'est un lieu, un non-lieu, dirais-je, où on ne peut pas revenir avec des mots, mais les mots, on est obligé de les dire pour que les gens puissent suivre un chemin initiatique qui ne va pas les amener sur le lieu, mais au seuil du lieu. Et c'est à eux, à la fin, de faire le dernier coup de rein pour essayer de contempler ce qu'ils ont contemplé. Eux-mêmes reviendront, mais n'auront pas les mots. Comme Rimbaud, il est allé dans ces lieux, il en a perdu, il a tout abandonné après. On est obligé par des mots d'expliquer le non-mot, par du non-verbal, l'expérience ultime. Et donc, et voilà pourquoi je dis décraquer. Je veux décraquer parce que c'est un énorme travail. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend de la santé, ça prend de l'amour, ça prend de la sérénité, ça prend de la colère, ça prend de la patience et ça apprend du partage. Parce que moi-même, dès que j'apprends quelque chose, je le partage avec toi, avec mes élèves, avec mes lecteurs, avec Tina qui est sous la gouttière, qui est aussi d'un très bon niveau parce qu'elle arrive à décraquer aussi des choses. Et donc, voilà, on doit témoigner de quelque chose, on doit témoigner par les mots d'une expérience qui dépasse les mots, mais on doit le faire. Voilà ce que je peux te dire. Merci, Franck. Sacré témoignage. Bon, malheureusement, on va arriver à la fin d'Homme en Lumière. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est là. J'aurais bien eu le plaisir de continuer à discuter des heures avec toi, mais le format ne va pas suffire. Non. Pour terminer, est-ce que tu as envie de nous parler de ton actualité? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent là dans les semaines ou les mois ou la rentrée pour toi? Oui, mais écoute, heureusement qu'il y a une actualité, que je ne suis pas un ermite. J'ai des choses très intéressantes. Il y a 20 ans, j'avais vendu un livre sur le tétragramme à une collectionneuse allemande. C'est-à-dire, j'avais fait un livre unique en un exemplaire où j'avais calligraphié les 2401 combinatoires du don de Dieu, Yod et Vav et, avec les 7 voyelles fondamentales. Vous trouverez ça dans ma chaîne YouTube, des choses comme ça. Donc, elle me l'a rendu 20 ans après, sans contrepartie. Pourtant, c'est une œuvre très chère. Et donc, moi, éthiquement, je ne pouvais pas la revendre. Donc, je vais l'offrir, je vais en faire une donation à l'État français, à ma République. Et je vais donc faire cette donation à la Bibliothèque nationale de France. Et la Bibliothèque nationale de France donc, m'a choisi pour faire partie d'une grande exposition autour des accords d'Abraham qui se fera en 2023. Et ce livre et mon travail, peut-être même les danses de Tina, seront exposés au musée du Louvre d'Abu Dhabi. Donc, c'est un très beau projet qui me tient vraiment à cœur et où l'art sera au service du dialogue entre les 3 traditions et où le Louvre et la France, auquel je tiens beaucoup, aux valeurs républicaines laïques, énormément. Je suis un farouche défenseur de la laïcité et de laisser les religions dans le cadre de l'intimité la plus stricte. Donc, il y a ce projet-là. J'ai ensuite un livre qui va sortir aux éditions Ovadia qui s'appelle La Prophète.
J'en avais fait quelques tirages pour mes élèves. Et là, j'en ai fait une version définitive. Il va sortir, je pense, dans une dizaine de jours, La Prophète, où je me suis identifié à une prophète, la prophète Martha. J'ai été trans pendant 2 mois. J'ai été libre pendant 2 mois. Je te disais que je pouvais tout m'autoriser. Et donc, je me suis mis dans la peau d'une prophète et j'ai écrit un évangile, en fait. Un évangile qui se passe du temps du début de l'ère chrétienne, à peu près aux environs de l'an 70 après l'ère chrétienne, après Jésus-Christ. Donc, j'ai écrit La Prophète et j'y livre ce que je te livre en partie, mais sous forme d'évangile, libertaire, bien sûr, et où voilà, je donne ce que j'ai à donner à travers, il y a à peu près 135 petits chapitres qui correspondent comme à des versets des évangiles. Ça sort bientôt. Et puis là, bientôt encore, je vais donner un spectacle près de Lyon. C'est un spectacle qui s'appellera, ça s'appelle Conte de l'alphabet. Maintenant, j'ai aussi cette corde nouvelle, je donne des contes qui ont trait à l'alphabet hébraïque. Et donc là, ce sera un spectacle conte, musique avec un magnifique violoncelliste qui va aussi jouer du Bach et de ses propres œuvres, Tina qui va danser, vidéoprojection, son sur les plumes. Et donc là, ça sera le 25 septembre. Voilà, ça sera sur mon Facebook de Franck Laloux. Ça, c'est notre spectacle avec du Bach en décembre, avec les variations de Goldberg et les 32 variations de Goldberg mises en regard avec les 32 sentiers de la sagesse du Sefer Yetzira, donc de la Kabbale. Et puis voilà, encore, voilà, ça c'est les projets avant Noël. Et puis, et voilà, puis encore des livres et encore des livres à écrire. Voilà. Une histoire d'amour, tout simplement. Tu es un artiste de lettres, en fait, un créateur, quoi qu'il Voilà, arrive. je suis un graphomane, un graphophile, un graphomaniaque. Enfin, voilà, écoute, ce passage sur Terre, déjà, les lettres m'ont fourni beaucoup de joie. La musique m'a fourni beaucoup de joie. La littérature m'a fourni beaucoup de joie. La calligraphie, beaucoup de joie. Et puis, et avec Tina, par la danse, la chorégraphie, beaucoup de joie aussi. Donc, merci. Je ne sais pas qui remercier, mais en tout cas, merci la vie de m'avoir donné ces opportunités avec l'ADN qui m'a été fourni, l'éducation qui m'a été fournie. Voilà, merci. Merci à toi, Franck, de tous Toi, ces oui. témoignages, d'avoir participé à l'interview. Donc, en description de la vidéo, vous pouvez retrouver tous les liens pour suivre Franck Laloux. Et puis, vous pouvez me retrouver la semaine prochaine avec encore une autre belle personne à écouter. Voilà. Merci, Oui. Franck, de Eh ton bien, merci à partage. toi, Ludovic. Et Ouais. eh bien, j'espère te voir bien en chair et en os. Et bientôt, te voir danser les lettres aussi. Et puis partager. À bientôt alors. Au revoir. Ouais. Au Au revoir, tout le revoir. monde. Au revoir.